Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a échangé hier vendredi avec le directeur régional du PAM, le Programme alimentaire mondial. Il était question lors de cet entretien de l'ouverture prochaine du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition ici à Abidjan, un centre qui va couvrir la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Comment assurer une gestion budgétaire qui réduise les risques dans des proportions qui n'entravent pas la santé des finances publiques? Les spécialistes du ministère de l'économie et des finances et du secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État réfléchissent à la question, cela dans le cadre d'un séminaire à Grand-Bassam. Et puis, la troisième édition du film ivoirien au Maroc s'est ouverte jeudi dernier à Rabat. Et ces films ivoiriens sont au menu de ce programme de coopération cinématographique Sud-Sud. L'objectif est de favoriser des échanges et le partage d'expériences entre les réalisateurs du Maroc et ceux de la Côte d'Ivoire. Commençons par cette information à l'invitation de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue une visite officielle dans ce pays les 16 et 17 septembre 2018. Il a quitté Abidjan ce samedi. Au cours de son séjour, le chef de l'État va s'entretenir avec son homologue qatari au palais de l'Émir sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, ainsi que sur les questions régionales et internationales. Il sera ensuite procédé à la signature de plusieurs accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'État du Qatar. Le président de la République prendra également part à un déjeuner officiel offert en son honneur par l'émir du Qatar et va s'entretenir avec le ministre des Finances et le ministre de l'Énergie et de l'Industrie du Qatar, ainsi que le président du Fonds qatari pour le développement. En outre, le chef de l'État présidera une rencontre entre les hommes d'affaires ivoiriens et qataris et visitera le musée d'art islamique ainsi que le chantier de construction du métro de Doha. Le président de la République, Alassane Ouattara, regagnera Abidjan le mardi 18 septembre 2018. Parlons des activités du vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Il a échangé hier vendredi avec le directeur régional du PAM, le Programme alimentaire mondial. Il était question lors de cet entretien de l'ouverture prochaine ici à Abidjan du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, un centre qui va couvrir la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Traoré Mahama. Le PAM, Programme alimentaire mondial, a choisi Abidjan pour abriter le futur centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. En vue du démarrage effectif des activités de ce centre de référence, le vice-président Daniel Cablon-Duncan, en sa double qualité de facilitateur national pour l'atteinte de l'objectif faim zéro et de président du Conseil national pour la nutrition, a échangé ce vendredi avec le directeur régional du PAM. Ce centre aura pour vocation de diffuser des bonnes pratiques autour de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Nous avons regardé une feuille de route et nous pensons aujourd'hui pouvoir signer un accord entre le PAM, le Programme alimentaire mondial, et le gouvernement de Côte d'Ivoire dès le mois prochain. On est très avancé dans le processus et nous pensons que d'ici le début de l'année prochaine, on aura ce centre opérationnel en Côte d'Ivoire. La lutte contre la faim et la malnutrition constitue le deuxième point clé de l'agenda 2030 relatif aux objectifs de développement durable, ODD. En la matière, le gouvernement ivoirien s'est doté ces dernières années d'une nouvelle politique nationale de nutrition et d'une feuille de route pour accélérer l'élimination de la faim et de la malnutrition. Le traditionnel dialogue gouvernement partenaire au développement a eu lieu hier vendredi à la primature. Au menu, le bilan de la mise en œuvre du PNUD du PND 2016-2020 pour l'exercice 2017. Il ressort de ce rapport des avancées notables au niveau du maintien du taux de croissance, de l'amélioration du cadre macroéconomique. Noël Nyanyou Sakalo.
Le traditionnel dialogue de haut niveau, gouvernement, partenaires au développement, a tenu toutes ses promesses. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a souligné les acquis de la mise en œuvre du Plan national de développement 2016-2020 au titre de l'exercice 2017. Une année 2017 marquée par des soubresauts aussi bien politiques qu'économiques. Dans cet environnement difficile, les axes gouvernementaux portant entre autres sur le renforcement des institutions, la transformation structurelle de l'économie, la promotion de la jeunesse, de la femme et l'émergence d'un Ivoirien nouveau ont pu être menés à terme. Cela a consolidé la paix, la sécurité et les institutions du pays. Maintien également d'une croissance économique forte dans un cadre macroéconomique assaini. Tous ces acquis ont été appréciés par les partenaires au développement. Le rapport annuel 2017 du groupe des chefs de coopération et des groupes de travail diffusé ce jour démontre, je crois, les résultats significatifs obtenus dans le suivi des engagements du groupe consultatif et dans la mise en œuvre des mécanismes de dialogue, de mise en œuvre et de suivi du PND. Les partenaires au développement s'apprêtent à instituer, en concertation avec Madame la ministre du Plan, un programme conjoint de renforcement des capacités nationales de coordination de l'aide qui constituera un élément de promotion des partenariats à la fois mobilisateur et unificateur des appuis extérieurs. Ce programme couvrira la période 2018-2020 et il y a des engagements fermes de la BAD, de la Banque mondiale, de l'Union européenne et du PNUD pour renforcer à la fois l'interface entre le gouvernement et les partenaires au développement, mais tout particulièrement les capacités nationales de coordination. Lundi 17 septembre, le Premier ministre Amadou Gon sera face à la presse, une autre occasion pour jauger de la solidité de ses acquis. Noël Gnagno Sakalo, 15 dossiers visant des faits de corruption et infractions assimilés reprochés à des personnes exerçant dans des entreprises ivoiriennes. C'est le point des enquêtes ouvertes au parquet du tribunal de première instance. Ado Richard, le procureur de la République, a été saisi de ces affaires par la haute autorité pour la bonne gouvernance. Plus de détails avec Gabriel Zadé. 15 dossiers sont ouverts au parquet du tribunal de première instance. Un magistrat, un administrateur civil, des anciens directeurs généraux d'entreprises publiques et privées, des directeurs financiers et des sages-femmes sont concernés par des affaires de corruption et infractions assimilées. Le procureur de la République, Ado Richard, a tenu à faire le point sur les dossiers. Sur ces 15 dossiers, 3 procédures ont fait l'objet de l'ouverture d'informations judiciaires chez les juges d'instruction du 7e et du 8e cabinet du tribunal de première instance d'Abidjan. Les 12 autres procédures sont, pour certaines, en complément d'enquête et pour d'autres, en cours d'enquête à la haute autorité, à la section recherche de la gendarmerie nationale ou à la police économique et financière. Les faits reprochés aux personnes mises en cause dans les dénonciations et plaintes reçues s'articulent autour de la corruption, de l'abus de fonction, du détournement de deniers publics et privés, de l'enrichissement illicite et du blanchiment de capitaux. La haute autorité pour la bonne gouvernance a saisi le parquet. Parmi les personnes mises en cause dans les dénonciations et plaintes reçues, certaines ont été auditionnées, d'autres ont été convoquées pour répondre des faits reprochés. C'est le cas de l'ancien directeur général de la CICOJ, Kamara Loukiman, entendu le jeudi 13 septembre à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il a été le premier à s'exprimer sur son cas par voie de presse. Il s'agit de la moralisation de la vie publique. Toutes les personnes qui, à divers titres, ont eu à gérer des deniers publics doivent s'attendre à des redditions de comptes dans la mesure où il y a eu des dénonciations. Et c'est la haute autorité qui est chargée donc de réprimer la corruption et les infractions assimilées qui l'a convoqué. Les personnes reçues jusqu'alors dans ces affaires de corruption, des détournements de deniers publics ne sont pas inculpées ni interpellées, précise le procureur. M. Kamara est député. Nulle part il n'est dit qu'un député ne pouvait pas être entendu. L'audition
est différente de l'interrogatoire et de la poursuite. Ce que la Constitution ne permet pas de faire en ce qui concerne un député, c'est l'arrestation et la poursuite, qui ne peuvent être faites que lorsque l'autorisation a été donnée par la Chambre à laquelle il appartient. Mais en ce qui concerne les auditions, tous les députés peuvent être entendus. Les personnes visées sont seulement entendues dans le cadre des enquêtes relatives aux dossiers dans lesquels elles sont citées. Ces affaires de corruption, de détournement de fonds publics concernent plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Et ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Le 7 septembre 2018, le commissaire de police de Diokwesh a porté la connaissance du substitut résident près la section du tribunal de Guiglo des faits de violence sexuelle commises sur une petite fille de 8 ans. Les premières investigations ont mis en cause M. Yao Fulgence Boucan, instituteur, qui a été immédiatement interpellé. La victime, qui se trouvait dans un état comateux, a été évacuée au service des urgences de l'hôpital mère-enfant de Bergeville. Les médecins requis pour l'examiner ont fait les constatations qui n'ont pas permis d'affirmer une relation sexuelle vaginale complète, sans exclure toute autre forme de rapprochement sexuel. Cependant, l'examen a établi que la victime souffrait d'une méningite décapitée d'évolution défavorable. Malheureusement, elle est décédée hier vendredi 14 septembre 2018. Une information judiciaire a été ouverte contre M. Yao Fulgence Boucan devant le juge d'instruction de la section de Guiglo, et mandat de dépôt a été décerné contre ce dernier. Nous allons au deuxième grand titre de cette édition. Comment assurer une gestion budgétaire qui réduise les risques dans des proportions qui n'entravent pas la santé des finances publiques. Les spécialistes du ministère de l'économie et des finances et du secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État réfléchissent à la question, et cela dans le cadre d'un séminaire à Grand Bassam. Adama Kodé. Le gouvernement ivoirien veut prendre toutes les garanties pour une exécution efficiente du plan national de développement PND 2016-2020 évalué à 30 000 milliards de francs CFA. La bonne gestion de ces fonds nécessite une maîtrise des risques à éviter. Pour cela, depuis 2 jours, les spécialistes sont réunis à Grand Bassam. L'exercice vise 3 objectifs. Premièrement, il permettra d'identifier les risques budgétaires dont la surveillance éventuelle pourrait compromettre la tenue des cibles macro-budgétaires et partant le succès de la stratégie d'émergence et la confiance des investisseurs et des marchés. Deuxièmement, il sera l'occasion pour notre pays de se doter d'outils d'analyse afin d'assurer une identification exhaustive et un suivi attentif de ces risques budgétaires. Troisièmement, ce séminaire permettra de promouvoir davantage la transparence budgétaire. Il s'agit donc de consigner dans un document les risques liés au cadre macroéconomique, aux entreprises publiques, ainsi qu'à certains risques particuliers, de sorte à donner aux gestionnaires des dépenses et recettes publiques les clés d'une démarche sans faute dans l'exécution du budget. C'est une innovation dans la gestion des finances publiques. Il s'agit d'un exercice nouveau. De plus, cet exercice ne bénéficie pas réellement de véritables normes ou de cadres déjà établis. À ce titre, il me plaît de vous rappeler que pour aider à élaborer ce document, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une assistance technique du FMI qui a permis de jeter les bases de cet exercice. Le séminaire de Bassam se tient avec le soutien de la Banque africaine de développement BAD à travers le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF. Il s'achève ce samedi 15 septembre. Adama Kodé, restons à Grand Bassam pour parler de cette rencontre régionale sur les programmes d'information des radios et télévisions publiques de l'espace CEDEAO. Après la cérémonie d'ouverture, il y a eu les travaux en commission, des échanges suivis de propositions au nombre desquels la mise en place d'un réseau de correspondants et d'un cadre de partenariat d'information et de production de magazines en commun. Walter Amadou Ouattara. À Grand Bassam,
13 radios et télévisions publiques de la CEDEAO réfléchissent en ce moment sur le traitement de l'information et les mécanismes pour la rendre plus accessible à tous les médias des pays membres. Les contenus doivent être davantage enrichis et refléter cette proximité culturelle et économique de la sous-région. Cela passe par un partage d'expériences, s'accordent les présidents de commission. En dehors du traitement des éléments factuels, il y a aussi le traitement des magazines, des propositions des sujets de débat. Par exemple, sur les questions politiques, ils peuvent avoir des invités qui, au cours du débat, peuvent aborder des thématiques qui peuvent intéresser, qui peuvent servir d'exemple pour les autres pays de la sous-région. En dehors des questions politiques, il y a aussi des questions de développement. Définir le cadre de coopération, de ce partenariat entre les radios et télévisions des États membres de la CEDEAO. Ensuite, nous allons voir quelles sont les missions qui seront assignées à ce cadre de coopération et quels sont les moyens dont nous disposons pour que cette mise en œuvre soit effective. 13 pays de la CEDEAO ont répondu présents sur 15 invités. Les représentants soutiennent tous que les Africains sont mieux placés pour parler des réalités de leur continent. Prendre les choses en main, les informations provenant de chez nous, que ces informations soient traitées par nous-mêmes et mises à la disposition des autres collègues et des autres chaînes et même, pourquoi pas, de l'international. Il faut qu'il y ait cette coopération, cet échange d'images, de reportages, d'éléments, et qu'on soit informé au même moment, différemment de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ça va changer les lignes éditoriales ou les offres éditoriales de chacun de nous, bien entendu. Je donne un exemple concret. Dans un pays, on est frileux d'engager des débats politiques à la télévision. Et on voit que le Sénégal, ou que le Burkina, ou que le Bénin, il y a ces débats-là, mais les autres pays frileux dans ce sens-là vont s'affranchir, vont libérer leurs journalistes afin qu'ils fassent des débats politiques. C'est un exemple. Nous avons appris beaucoup les uns des autres. L'expérience ivoirienne nous a vraiment édifiés en ce sens que nous avons trouvé une innovation ici, l'institution d'un poste de médiateur de la RTI. Il nous a fait un exposé qui nous a vraiment édifiés et nous pensons une fois au pays suggérer la même chose. Ce qui va fondamentalement changer, c'est notre façon, notre méthode, notre mode opératoire de faire les reportages. Et c'est justement à ces cadres-là que nous sommes en train de travailler, ne plus présenter en fait l'Afrique de la perspective des Occidentaux. Si vous êtes en Europe ou quelque part dans une autre contrée, les images de l'Afrique que vous allez voir, ce sera l'image d'une Afrique qui est avancée, l'image d'une Afrique qui est développée et non plus l'image d'une Afrique d'un continent noir, d'un continent des primitifs. Avant l'adoption des recommandations et résolutions, on retient parmi tant d'autres propositions que la réalisation des émissions de débat avec la participation de journalistes autres que ceux des pays concernés va contribuer à l'équilibre de l'information, donc à la démocratie. Et cette rencontre régionale sur les programmes d'information de radio et télévision publique de l'espace CEDEAO à Grand Bassam prend fin ce samedi. De la communication à la littérature, il n'y a qu'un pas et nous allons parler de cette œuvre littéraire de Mohamed Toumani Doumbia intitulée « Marketing et politique de communication ». Il vient de dédicacer cette œuvre qui se veut un outil de compréhension du marketing adressé aux enseignants, aux étudiants et même aux chefs d'entreprise. Sita Soro. Une œuvre didactique destinée aux étudiants, enseignants et chefs d'entreprise. Son nom, Marketing et politique de communication. L'auteur, Mohamed Toumani Doumbia. Marketing et politique de communication se veut un ouvrage d'orientation dans divers domaines, notamment ceux du commerce, du marketing, de la vente et de la communication. C'est une œuvre majeure de 9 chapitres qui prend en compte tous les fondamentaux du marketing et de la communication. C'est une question d'école, mais dans ma vision académique, la communication est la 4e composante principale du mix marketing. C'est un rapport de complémentarité.
Dans un style accessible à tous, Mohamed Toumani Doumbia adapte son livre aux réalités africaines. Une œuvre qui a l'adhésion des professionnels en la matière. Ce qu'il faut retenir de cet ouvrage, c'est la prise en compte des spécificités de notre région, de notre sous-région et globalement de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas faire du marketing comme on en fait en Europe. Il a utilisé un style qui met donc la technicité à la disposition de tout profane. Et je voudrais donc le féliciter et dire que c'est une excellente chose. Le livre de Toumani Doumbia s'inscrit dans cette même vision de promouvoir le marketing et la communication aussi bien dans nos entreprises que dans nos institutions. Albert Mabry-Touakeus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de la cérémonie, n'a pas manqué d'encourager à l'écriture. Mohamed Toumani Doumbia est consultant et enseignant. Marketing et politique de communication est sa première œuvre. Nous avons un dossier dans cette édition. Il s'intéresse aux écoles d'excellence en Côte d'Ivoire, comme l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, et l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, ENCA. Depuis une cinquantaine d'années, ces deux établissements forment les cadres de l'administration publique et privée de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest africaine. Didier Nguessan, Salim Matoudia, Christelle Ménan. 6 h du matin, à Yamoussoukro, Emmanuel, 18 ans, est invité à un événement très important. L'amphi de rentrée de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, son école. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes méritant. Première ligne droite d'un cursus au sein du premier groupe d'écoles d'ingénieurs en Afrique francophone. Je me dis en fait que je fais partie de ceux-là même qui sont reconnus par l'État comme étant des élèves brillants. Que je suis à mes droits de choix. Pour en arriver là, il a fallu pour cette finaliste du concours Miss Mathématiques 2016 décrocher un baccalauréat série C au lycée Mamie Fété de Bingerville, puis réussir au concours d'entrée de l'INPHB qui retient en moyenne 600 élèves sur 1700 candidats. Elle entame sa première année de classe préparatoire aux grandes écoles de l'INPHB avec un seul rêve, devenir pilote. La peur a souvent régné, mais je retiens que je suis venue à l'INP pas pour m'amuser, mais j'ai un objectif, celui de briller et d'être quelqu'un demain. Même envie de réussir chez Abigail. Depuis le Libéria, son pays natal, elle a passé le concours d'entrée à l'ENCA, École nationale de statistique et d'économie appliquée. Elle s'en souvient. Quand j'ai eu mon bac, j'ai préparé le concours pour 2 mois avec mes amis de l'université en statistique, économique et mathématiques. On était 60, mais ils ont retenu seulement 6 personnes. Abigail souhaite retourner travailler au Libéria après l'obtention de son diplôme. Mais que d'étapes à valider pour obtenir ce parchemin. Les étudiants, en plus des cours traditionnels, doivent faire leurs preuves pendant les activités extrascolaires. L'idée du club de débat et de réflexion à travers ces activités telles que la plaidoirie permet à l'étudiant de mieux s'accoutumer avec le public. À l'INPHB, on étudie dans des bâtiments datant des années 60. Derrière ces vieilles pierres, une pépinière, celle de l'élite du pays. On les forme, transforme pour atteindre l'excellence à l'image des hauts cadres du continent. Il faut travailler d'arrache-pied pour espérer être parmi les meilleurs. C'est souvent chacun pour soi. La concurrence ici est absolument rude. Si quelqu'un est premier de classe, c'est qu'il a déjà été premier de classe dans son école d'où il vient et il va conserver cette place. Pour lui dérober cette place-là, il ne suffit pas seulement de bosser encore plus. D'abord, il y a ton génie. Tout le monde veut être le meilleur des meilleurs. Mais il n'y a qu'un seul meilleur, comme on le sait. Et ce meilleur-là, j'espère que ça sera l'un d'entre nous. Ils sont de 14 nationalités pour 3248 élèves en formation initiale, dont 25% de filles, à rejoindre les 7 grandes écoles de formation initiale. L'agronomie, les mines et géologie, les électroniques et électricité appliquées ou encore la zootechnique font partie des 52 filières enseignées. L'école n'hésite pas à s'engager pour assurer l'employabilité de ses étudiants. Pour cela, elle s'allie avec plus de 30 établissements à travers le monde et plus de 50 entreprises partenaires. On regarde les domaines et nous établissons des contacts. Et lorsqu'il y a un consensus, nous signons des accords de partenariat. C'est des partenariats gagnant-gagnant, puisque avec les grandes écoles en France, il s'agit de mobilité. Et il s'agit aussi de nous aider à recruter les meilleurs élèves,
toutes les bonnes écoles du monde cherchent les meilleurs élèves possibles pour pouvoir faire leur renommée. La coopération est aussi sous-régionale. Abdou Diouf a fait les bancs de l'ENCA en 2009. Il dirige aujourd'hui l'école de statistique de Dakar. Nous avons un concours commun, un jury commun, des programmes communs et des étudiants africains sont dispatchés dans ces écoles indépendamment de leur origine géographique. Et c'est toujours enrichissant. Miser sur des cadres bien formés qui prendront la relève. 56 ans plus tard, même recette et toujours le même succès. Le fait d'intégrer des anciens élèves dans la gestion de l'établissement et aussi en tant que professeur, c'est un modèle de réussite et ça fait partie de notre esprit. Plusieurs distinctions font de l'ENCA une référence en Afrique et dans le monde. En 2015, la Banque mondiale choisit l'établissement comme son centre d'excellence en Afrique. 10 ans plus tôt, l'UEMOA lui reconnaissait cette même qualité à l'échelle de la sous-région. L'excellence d'enseignement supérieur est définie à partir de plusieurs critères. L'un des critères, c'est le fait de pouvoir accueillir des étudiants internationaux, donc l'attractivité. Autre élément de critère, c'est donc l'efficacité interne. Ça signifie la capacité des étudiants à apprendre, à être diplômés. Et aussi l'efficacité externe, c'est-à-dire leur insertion dans le monde professionnel. Du côté de Yamoussoukro, c'est l'heure des retrouvailles entre anciens élèves de l'INPHB. Des rendez-vous réguliers pour se remémorer les années école, mais aussi soutenir la candidature de leurs cadets à certains postes. Nous nous retrouvons très souvent aussi bien donc à Yamoussoukro qu'à Abidjan. C'est surtout donc avec les anciens qui sont donc en entreprise, que ce soit dans le privé, dans l'administration publique, donc pour pouvoir donc échanger un peu sur les possibilités donc qui puissent nous épauler non seulement dans la formation. Si on a besoin aussi d'aider nos étudiants qui sont avec nous, et soit pour les placer en stage ou bien pour les placements pour des emplois. Être un pôle d'excellence pour former l'élite, améliorer la qualité des enseignements restent entre autres les objectifs à atteindre pour l'INPHB. Les deux établissements représentent des pôles d'excellence. Préserver cette notoriété les 50 prochaines années reste le défi à relever. Le 6e numéro des rendez-vous du quotidien L'Expression s'est tenu le jeudi dernier au siège du Digi quotidien ici à Abidjan. Amadou Koné, ministre ivoirien du Transport, était l'invité de cette rencontre. Il a exposé sur le thème secteur des transports en Côte d'Ivoire. Quelle perspective de modernisation pour la période 2018-2020. Autre titre de ce journal, la 3e édition du film ivoirien au Maroc s'est ouverte jeudi dernier à Rabat. Ces films ivoiriens sont au menu de ce programme de coopération cinématographique Sud-Sud. L'objectif est de favoriser des échanges et le partage d'expériences entre les réalisateurs du Maroc et ceux de la Côte d'Ivoire. Sèche Colia. C'est donc ici que ça se finit. Kamissa, de l'acteur-réalisateur Guy Kalou, ouvre la 3e édition de la semaine du film ivoirien au Maroc. Cet aperçu du 7e art ivoirien, livré en 119 minutes, relate le drame des grossesses précoces en milieu scolaire. D'abord, moi, je suis très ravi de rencontrer les cinéastes ivoiriens ici à Rabat. Je me réjouis de voir un film qui parle de la société ivoirienne. Nous, en tant qu'étudiants ici au Maroc, nous n'avons pas la possibilité d'être en Côte d'Ivoire dans les salles pour voir les films. C'est une superbe opportunité pour nous de pouvoir voir ces films ici. C'est toujours comme ça, jamais qu'il faut. En tant que médecin, nous rencontrons aussi ces cas de jeunes filles précocement mères. C'était ça notre objectif principal, au-delà de la fiction, au-delà de l'aspect ludique, de faire passer un message sur l'éducation sexuelle et comment combattre justement l'ignorance sexuelle. 7 longs métrages ivoiriens seront projetés durant cette semaine du film ivoirien. La coopération avec le Maroc dans cette volet de coproduction, de production, d'assistance en matière de formation donne de bons résultats. Les réalisateurs qui sont venus, ce sont les meilleurs du moment. Je peux vous dire que le ministre de la Culture et de la Francophonie, il veille à regarder lui-même tous les films avant qu'ils soient sélectionnés pour les présenter ici. Il s'agit de la vitrine de la Côte d'Ivoire. On a de la coopération très forte entre les deux pays. Le festival et la culture, ce sont parmi
les meilleurs axes de relations entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est la 3e édition, espérons d'autres éditions dans l'avenir. Représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, son Excellence Idrissa Traoré, salue le ministre de la Communication et des Arts du Maroc, ainsi que le directeur du Centre cinématographique marocain pour leur engagement dans cette coopération. L'ambassadeur a également traduit l'amitié du chef de l'État ivoirien au roi du Maroc. Serge Collier, envoyé spécial de RTI 1 au Maroc. Fin de cette édition supervisée par Eva Michel Mambo. Merci aux techniciens, merci aux réalisateurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.